Bonjour à tous et à toutes. Donc, je pense que vous m'entendez bien. Enfin, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, donc, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire au Dante. Alors, pour des questions de commodité, je vous remercie de. Normalement, les micros sont coupés ainsi que les caméras. Ça permettra d'avoir une meilleure une fluidité plus importante. Donc, de désactiver votre micro, votre caméra, ce qui doit être fait pour la plupart d'entre vous. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire au Dante. Il a été, alors le webinaire, c'est un peu la mode en ce moment. On s'est un peu attelé au niveau de l'équipe à mettre en place ça avant la fin du confinement parce qu'on voulait vous proposer un sujet d'actualité. Et là, c'est vraiment un sujet d'actualité pour tous ceux qui vont reprendre leur activité dès lundi matin. Euh, on a choisi de traiter la désinfection buccale de manière avec des produits, on va dire, de manière naturelle. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir deux conférenciers de haut vol qui font partie de l'équipe du conseil d'administration d'Audente. Donc, pour vous les présenter rapidement pour ceux qui ne les connaissent pas, donc on va avoir le docteur Christine Pérez qui va nous traiter une partie du sujet. Donc, elle est formée depuis 1981, elle a fait des formée en dentisterie, diplômée en dentisterie depuis 81. Et derrière, elle a fait des formations en naturopathie, en énergétique dentaire avec Albert Roth, en acupuncture, dentosophie, formation d'herbaliste, en kinésiologie, en homéopathie. Elle est conférencière de par le monde sur l'aromathérapie, qui est un peu son cheval de bataille. Elle a été formatrice en aromathérapie aussi pour les professionnels de santé à La Réunion. Elle enseigne depuis 2018 au DU du phytoaromathérapie de la faculté de pharmacie de Grenoble. Donc, euh, donc c'est quelqu'un qui est fidèle à Audente et au conseil d'administration depuis très très longtemps et avec qui je suis ravi de partager plein de choses, dont cet enseignement-là qu'elle va nous prodiguer. Et puis nous aurons aussi le plaisir d'écouter Pascal Epp, qui est chirurgien dentiste installé en Belgique, qui a obtenu son diplôme en 83 et qui a commencé par une formation en homéopathie. Et ensuite, il a fait un DU en implantologie orale et en biomatériaux. Il est passionné par la micronutrition. Il a obtenu une licence en micronutrition justement à l'université de Poitiers. Et depuis, il pratique beaucoup, exclusivement même maintenant, l'implantologie céramique. Donc, il est d'ailleurs à ce titre membre fondateur de l'EACIM, l'European Academy of Ceramic Implantology. Et nous avons la chance aussi de l'avoir au niveau du CA d'Audente, du conseil d'administration d'Audente, comme président de la commission scientifique. Donc tous les deux vont nous faire cette présentation qui va durer à peu près 45 minutes. On aura derrière un échange avec des questions-réponses. Alors pour faciliter l'organisation aussi, je vous demanderai, donc comme je l'ai dit, de couper les micros, les caméras. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat ou les petits commentaires que vous avez sur la droite de votre écran. Vous pouvez les mettre par écrit. Et à ce moment-là, je les transmettrai à la fin, quand on fera l'échange, je les transmettrai aux deux conférenciers. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vous retrouve tout à l'heure. Pascal, je te laisse la main. Oui, merci Grégory et bienvenue à tous. Je vais partager mon écran. Vas-y. Petite manipulation. Voilà. Super, on te voit, on a ton écran. Voilà. Au début. Voilà. Voilà, je suis en plein écran. Ouais. Voilà, merci Grégory pour la présentation et puis bienvenue à tout le monde pour ce premier webinaire de Audent. Alors, on a discuté entre nous sur le sujet, on a eu des petites discussions. On avait évoqué également le sujet de la désinfection de l'air avec l'esprit, etc. Et puis, moi, j'ai plutôt préféré qu'on fasse priorité sur la désinfection buccale. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus important. Alors, la référence, comme on est dans la commission scientifique, moi je suis président de la commission scientifique, ben voilà l'article de référence qui fait office vraiment comme guidelines pour reprendre notre activité. C'est un article qui est sorti au mois de mars sur justement l'explication des voies de transmission du Covid-19 et comment on peut le contrôler dans la pratique dentaire. Et
un des schémas très importants dans cette publication est ce schéma qui indique, bien sûr, nous, au milieu, avec la pratique dentaire, on va faire des soins dentaires et on va être bien sûr au centre d'une possible transmission. Comment ça se passe? Eh bien, le plus important, ça va être au niveau du patient. Parce que le patient, on va suspecter qu'il est éventuellement infecté. À partir du moment où si on reçoit sans le savoir un patient qui est infecté, s'il va parler, évidemment, il va devoir à un moment donné enlever son masque, il peut tousser, il peut éternuer ou parler, et à ce moment-là, émettre des gouttelettes et des micro-gouttelettes. Et à ce moment-là, contaminer notre cabinet, contaminer nos surfaces, contaminer nos habits, etc. Et donc, dans ce papier chinois, il y a toute une série d'indications, de recommandations pour d'abord trier les patients, trier les soins, etc. Je vous le recommande vivement. Il est en anglais, bien sûr, mais il y a vraiment, c'est la Bible actuellement à ce niveau. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre la dispersion donc, de ces gouttelettes, de ce potentiel diffusion du virus éventuel dans nos cabinets. Bien sûr, ce sont ces fameux aérosols que l'on va créer avec nos instruments rotatifs, nos turbines, etc., nos détartreurs aussi, qui vont créer des aérosols. Et donc, c'est là, à partir du moment où le patient va enlever son masque, que les problèmes peuvent apparaître. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a deux mécanismes différents de transport de ces gouttelettes et de ces micro-gouttelettes. Lorsque le patient va éternuer ou tousser, il y aura d'une part création de gouttelettes qui auront un volume à peu près de un peu plus de 5 microns. Et par contre, il y aura des micro-gouttelettes qui vont constituer les fameux aérosols qui sont inférieurs à 5 microns. Et eux vont rester en suspension beaucoup plus longtemps. Donc les gouttelettes ont une cinétique beaucoup plus lourde, vont retomber plus vite et plus rapidement sur nos surfaces, sur les sols et sur nos installations dentaires. Donc c'est très important de comprendre cette cinétique qui peut être différente et de faire justement un focus sur ces gouttelettes. Alors les Japonais ont fait des simulations, ils ont fait des tests dans les laboratoires et je vais vous montrer une petite vidéo qui explique dans une réunion de 10 personnes, vous avez à droite un patient qui va tousser et qui va émettre ses gouttelettes. Voilà, donc la vidéo fonctionne. Voilà, donc on a un mélange de gouttelettes et de micro-gouttelettes. Les gouttelettes sont représentées en jaune, qui vont être beaucoup plus rapidement tombées au sol, et en rouge, ce sont les fameuses micro-gouttelettes qui vont rester en suspension dans l'air ambiant pendant un temps assez long. Alors, on voit cette première projection en rouge, et puis les chercheurs ont fait des simulations dans le temps, et on visualise ici uniquement ces aérosols, ces micro-gouttelettes qui peuvent rester en suspension. Donc, le chronomètre s'accélère, 9-10 minutes, jusqu'à 20 minutes après, on peut retrouver dans l'air ambiant ces fameuses micro-gouttelettes. Il faut savoir qu'un virus 0,1 micron, donc ces micro-gouttelettes, peuvent potentiellement contenir des virus et, par exemple, le virus COVID-19 en ce qui nous concerne. Donc, c'est là le problème. Et voilà. Alors, comment réagir à cela? Une première réaction, c'est se protéger au maximum, couvrir toutes les surfaces, désinfecter toutes les surfaces, s'habiller, comme on dit, en cosmonaute, hein, et donc pour éviter que ces aérosols, ces gouttelettes, ces micro-gouttelettes contaminent nos instruments, nos surfaces. Voilà, ça fait le tour des réseaux sociaux, ces images, c'est un peu humoristique, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en réaction par rapport à la production de gouttelettes. On peut aussi s'équiper avec des équipements très performants, habiller nos patients aussi de manière très performante pour se protéger contre le risque de... Alors d'autres aussi, vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, ces images qui sont des personnes qui ont beaucoup d'imagination pour justement éviter, se protéger lorsque le patient va parler, va tousser ou lorsqu'on va utiliser nos instruments producteurs d'aérosols. Mais je vous explique cela parce qu'en fait, on est en réaction déjà
par rapport une fois que les aérosols et les productions de gouttelettes sont faites. Ce qu'on va vous proposer ici, c'est déjà de travailler beaucoup plus en amont et de désinfecter la salive et les aérosols du patient pour éviter cette production de gouttelettes contaminées à base de virus. Parce que chez le dentiste, eh bien, il y a deux problèmes. D'une part, la distanciation sociale de 1,50 m, elle est difficile à respecter, donc on sera beaucoup plus proche de nos patients. Et puis, à un moment donné, le gros problème, c'est que le patient, il doit enlever son masque. Pour faire le soin, à un moment donné, le patient va enlever son masque et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, ce potentiel, au moment où le patient va nous parler, où il peut tousser, où il peut, voilà, il va s'exprimer, il peut y avoir une diffusion de COVID-19 dans notre cabinet. Donc, le protocole qu'on va vous montrer, c'est qu'une fois que le patient va enlever son masque, on va tout de suite désinfecter la bouche, et qui va justement réduire de manière considérable ce potentiel de création de virus dans l'air. Pourquoi c'est important? Bien parce que, on va en parler, c'est important d'avoir un protocole écrit et d'avoir des traces dans le dossier du patient. On va en parler encore un peu plus en détail. Notre vice-président Didier Simonet, qui est notre spécialiste à ce niveau, nous a beaucoup insisté que chacun note dans son dossier, dans le compte-rendu opératoire, qu'il y a eu une désinfection orale pendant le soin, juste avant le soin. Parce qu'évidemment, il va y avoir un tracing et chaque patient qui sera venu dans vos cabinets, dans nos cabinets, si quelques jours après, il développe une maladie respiratoire, un virus respiratoire, eh bien, on pourra dire, bah oui, il a été chez le dentiste. Chez quel dentiste? Et puis, on est susceptible de vous demander quelles sont les méthodes de protection que vous avez fait et quels sont les mécanismes qui ont été mis en place au cabinet pour protéger le patient et pour protéger votre équipe soignante. Donc, c'est très important. En même temps, il faut considérer dans nos nouveaux protocoles d'accueil du patient que chaque patient est considéré comme un patient potentiellement infectieux. Même ceux qui disent bah, « je suis en bonne santé, je n'ai pas eu le virus, etc. » Alors, donc, la première chose la plus importante, ce sera de mettre au point un bain de bouche antiseptique qui fait partie de la base du protocole, des guidelines, qui sont recommandés dans tout l'ordre des chirurgiens dentistes en France, chez nous en Belgique et dans d'autres pays. Ça va faire partie du protocole de base. Le gel hydroalcoolique, protéger avec le patient avec des surblouses, etc., nous protéger également, mais surtout faire un bain de bouche antiseptique pour réduire au maximum le risque de ce qu'on appelle l'aérobiocontamination ou l'aérocontamination de l'air de par ce virus qui pourrait infecter l'être humain. Donc c'est là où on va rentrer le sujet à ce niveau-là. Voilà. Alors quels sont les bains de bouche potentiels que l'on recommande? Il y a d'abord la chlorhexidine, la bétadine et l'eau oxygénée. Ce sont les trois principaux désinfectants. Alors, il faut savoir que la chlorhexidine, elle n'est pas antivirale, elle n'a aucune action pratiquement sur le virus. Et en plus, il y a des études qui ont montré que que la chlorhexidine provoquait une modification du microbiome salivaire avec des conditions plus acides, une moindre disponibilité des nitrites. Donc, c'est une publication qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et que même chez les patients en bonne santé, la chlorhexidine pouvait augmenter le risque de pression artérielle de par cette réduction en nitrites qui sont des vasodilatateurs et être éventuellement un risque de création d'hypertension chez certains patients. Donc, la chlorhexidine, il faut oublier. D'abord, elle n'est pas efficace contre les virus et elle a des effets secondaires. Deuxième chose possible, c'est la bétadine, donc la povidone iodée. Donc, il faut savoir aussi qu'on dit qu'elle est antivirale, mais moi, par exemple, si je vais regarder dans le site de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, eh bien, ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr, ce n'est pas garanti. Donc, sur leur site, cette activité sur le coronavirus n'est pas prouvée actuellement. Voilà, on n'a pas prouvé. On sait que c'est actif contre certains virus,
Et puis en même temps, il est important de rappeler que la bétadine, solution pour bain de bouche, est un médicament et qu'à ce titre, il existe un risque d'effet indésirable. Donc, ça ne sera pas notre premier choix. Alors, vers quoi on va se retourner? Il ne nous reste plus que l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, donc dans la revue sur le site internet, vous pourrez le trouver, il y a un très bon article sur l'infodentaire qui reprend les différentes publications qui ont été faites sur les bains de bouche, donc à travers la revue scientifique, donc, qui évalue l'efficacité des différents antiseptiques sur le coronavirus. Alors, il passe en revue et on voit éventuellement ici qu'on retient, il y a plusieurs études qui ont montré que l'eau oxygénée, autour de 0,5 à 1%, a une activité intéressante sur les virus. Donc, on va un petit peu creuser cette idée, cette solution d'eau oxygénée qui est antivirale et comment on va pouvoir l'utiliser. Alors, pour montrer qu'un produit ou une substance a une action antivirale, il faut en même temps démontrer qu'elle est capable d'inhiber la pénétration du virus dans la cellule humaine, dans la cellule cible. Il a la possibilité d'empêcher sa réplication. Une fois à l'intérieur, le virus, eh bien, il va utiliser l'ARN va utiliser par notre machinerie cellulaire et puis va multiplier, va faire cette réplication. Et puis en même temps, les virus vont sortir de notre cellule pour aller en contaminer d'autres. Donc en même temps, il faut démontrer qu'il peut y avoir une diminution de cette excrétion du virus par la cellule hôte. Alors, on sait que les huiles essentielles sont efficaces contre les virus enveloppés. Pourquoi? Eh bien, par exemple, lorsqu'on regarde la structure du coronavirus, c'est sa particularité, il a une membrane lipidique et il est enveloppé par des protéines membranaires. Et donc, on sait que cette membrane lipidique lui permet de passer inaperçu au vu du système immunitaire et de mieux s'adapter. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des virus enveloppés. Et pour avoir une action pour attaquer un virus enveloppé, il faut avoir un actif qui sera liposoluble. Or, justement, les huiles essentielles ont cette propriété d'être liposolubles. Ah, ben voilà, ça nous arrange bien. Et on va rentrer un peu plus dans ce sujet. Je passe à la diapo suivante. Donc, on sait que les huiles essentielles, ce sont des molécules aromatiques. Elles ont montré leur action antivirale. Mais en même temps, est-ce qu'elles sont capables de neutraliser le virus avant de pénétrer dans la cellule? Est-ce qu'elles sont capables de modifier la capside ou la fameuse enveloppe du virus? Et est-ce qu'elles peuvent bloquer l'accès aux cellules en se fixant sur les fameux récepteurs qui sont utilisés par les virus, les fameux récepteurs ACE, dont on parle beaucoup. Et puis, une fois à l'intérieur de la cellule, est-ce que ces huiles essentielles vont être capables d'empêcher la réplication du virus? Et donc, ça, c'est tout un questionnement qu'on est en droit de se faire et aussi voir si les huiles essentielles vont être capables de détruire l'enveloppe protectrice du virus. Et donc là, on fait appel à notre spécialiste, Christine. Donc, je vais lui passer la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran et puis on va passer à Christine qui va prendre le relais. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? On t'entendait pas. Oui, c'est bon, on t'entend, Christine. Voilà. Donc, pour prendre la suite de Pascal, alors attendez, il faut peut-être que j'ajuste en plein écran. Voilà, non, c'est ça. Je suis pas la reine de la… Voilà, super. Donc, pour prendre la suite de Pascal, quelles huiles essentielles vont pouvoir en fait rentrer dans ces bains de bouche et avoir une efficacité au niveau de ces virus et en particulier de ce coronavirus. Donc, on est parti sur 3 huiles essentielles qui ont été, alors vous verrez à la fin du diaporama, je crois que vous pourrez y avoir accès. Il y a eu différentes publications depuis plusieurs années qui ont été faites, plusieurs études qui ont été faites sur les propriétés antivirales d'un certain nombre d'huiles essentielles et en particulier
le laurier noble, le ravinsara et le titri. Christine, Oui. Tu n'es pas en plein écran encore. En bas à droite, tu sais, tu as le petit bouton qu'on a vu. Ouais. Bah pourtant, si. Moi, je suis en plein écran sur le mien. Bon. J'ai appuyé bien à droite et moi, je suis en plein écran, donc je ne sais pas. C'est pas grave, vas-y, continue. On voit ton diaporama, c'est bon. Ouais. Parce que moi, je suis en plein écran, donc je ne sais plus sur quoi appuyer après. Donc, ces huiles essentielles sont, donc, l'huile essentielle de laurier, c'est des huiles qui sont connues, hein, et vous allez voir pourquoi on a choisi ces huiles et quelles sont les molécules, en fait, qui vont être actives. Donc, le laurier noble, c'est une huile essentielle complexe qui travaille sur le terrain de l'individu. Le ravinsara, une huile essentielle complexe polyvalente non toxique, c'est la plus puissante pour combattre les virus. Et le titri, qui est le véritable couteau suisse de l'aromathérapie à l'activité constante et à l'emploi sécurisé. Pourquoi? L'huile essentielle de laurier noble, c'est une piste intéressante pour aider à combattre les virus enveloppés. Donc, Pascal vous a dit, il existe deux types de virus, les virus nus et les virus enveloppés. Et notre coronavirus, lui, est un virus enveloppé. Donc, il y a eu une étude qui a été dirigée par Monica Loiseau à la faculté de pharmacie de Calabre pour montrer l'activité in vitro de l'huile essentielle de laurier noble sur le virus SARS-CoV-1, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003. Et en fait, ils ont eu des résultats positifs. Donc, ce virus était de la même famille que le Covid-19 actuellement. L'huile essentielle de titri, qui est une piste intéressante, elle avait été étudiée en fait et elle combattait le virus H1N1. Et un centre de recherche en Australie avait mesuré cette activité virucide sur le virus H1N1 avec des résultats prometteurs. L'avantage de ces huiles essentielles, elles sont faciles à se procurer, elles sont peu onéreuses, elles fonctionnent en synergie, c'est ça qui va être important. Elles ont toutes des propriétés antivirales et elles ne sont pas toxiques aux doses physiologiques. Elles respectent le microbiote buccal. Ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser sur tout type de population. Donc, la synergie, c'est quelque chose qui est très important en aromathérapie, c'est-à-dire de comprendre que plusieurs huiles essentielles associées vont être beaucoup plus efficaces qu'une seule huile essentielle. De manière générale, la synergie, c'est l'association de plusieurs facteurs, donc l'action coordonnée concourt à un même but. Le potentiel thérapeutique de tout produit est alors renforcé. Elle est la source de propriétés supplémentaires auxquelles la simple addition de plusieurs éléments ne peut pas prétendre. Donc, en aromathérapie, les mélanges des huiles essentielles en synergie augmentent leurs bienfaits par rapport à une indication précise, créent de nouveaux produits aux propriétés différentes, voire décuplées, pour lesquels les possibilités thérapeutiques s'avèrent plus efficaces. On n'est pas du 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3. Et elles multiplient les cibles potentielles du traitement. C'est un concept fondamental en aromathérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attaquer de différentes façons, vous allez voir. Donc, la biochimie, on va retrouver 3 familles moléculaires dans ces huiles essentielles qui vont avoir ces propriétés antivirales et qui vont être importantes. Ces molécules vont être à des pourcentages différents dans ces 3 huiles essentielles. Et c'est vraiment la synergie des 3 qui va en fait leur donner leur efficacité. Excusez-moi. La même diapo. Donc, les monoterpénols qui sont des alcools, qui ont anti-infectieux, antifongiques, antiviraux antiparasitaires, qui agissent sur les germes pathogènes par dénaturation des protéines et dissolution de la membrane lipidique. Christine, je suis toujours sur la première diapo. Voilà. Oui, exactement, c'est ce que je veux dire. Nous, on voit pas, ça ne bouge pas. Donc, je pense... tu peux te mettre je pense que c'est peut-être que tu es en plein écran sur toi, mais nous on ne te voit pas en plein écran. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde en bas, ou en haut, tu as diaporama marqué. En haut, tu as diaporama.
Alors, j'ai arrêté sécurité par un nouveau partage. En dessous, fichier, sur PowerPoint, fichier accueil, Non, insertion, animation. j'ai pas diaporama qui apparaît. Masquer, quitter, conversation. Alors, arrêter le diaporama, voilà. Et là, j'ai arrêté le diaporama, donc je rappuie en plein écran. Vous voyez toujours la première? Oui, que la première. Et là, la deuxième? Non, 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 non. Toujours pas? Mais tu... Alors, pour arriver... partager le son, enregistrement. Sinon, tu veux que je le mette si tu n'y arrives pas, tu veux que je le mette depuis mon ordi? Bah, mets-le depuis ton ordi si tu veux, oui. Normalement, j'y arrivais ce matin, donc... On arrive, hop. Alors... Est-ce que vous voyez la deuxième là ou pas? Oui, oui, là tu es en plein écran. Oui, c'est bon. Pourquoi? Donc c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Pourquoi? C'est bon. Par contre, elles n'avancent plus. Par contre, elles n'avancent plus. Avec ta flèche, vers le bas ou vers le côté? Attends. Là, j'arrive plus, il est bloqué en fait. Mets-le sur ton écran si tu veux. Ok, c'est parti. Hop. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Alors, tac. Là, vous me voyez, non? Et est-ce que, alors, je ne l'ai pas en plein écran, mais... Hop, on arrive. On est bon. Alors, arrête, tu vas arrêter ton partage et je vais reprendre le mien. Mais moi, il faut que je puisse suivre. Ah bah oui, je vais suivre sur ton truc. Donc, nouveau partage. Voilà. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Pascal, c'est bon? Tu vois, Christine? Oui, c'est bon. Ok, Ouais, merci. ouais. Fernand, Oui, moi je vois. Donc, Bon, ça marche. passe la deuxième pour voir. Voilà, tu me dis alors, tu me dis Voilà, passe la troisième. Ouais. Passe la quatrième. Voilà, donc on en était à la biochimie. Donc en fait, j'ai fait… Non, reviens, voilà, biochimie. Un focus sur ces trois familles, puisque c'est ces trois familles moléculaires qu'on va retrouver en fait dans ces trois huiles essentielles de laurier, de ravinsara et de titri, et qui vont agir en synergie. Donc elles ont toutes des propriétés antivirales. Et en fait, et en plus, elles vont avoir d'autres propriétés, agir sur le terrain du patient, être immunomodulantes ou immunostimulantes. Vous voyez que les oxydes terpéniques, donc ça, il va y avoir en particulier le 1,8-cinéol, qui est lui particulièrement actif sur les virus enveloppés. Donc sur notre coronavirus, justement, il va avoir une action ciblée. Et les monoterpènes, en fait, qui ont également une action antivirale et une action antiseptique. Tu passes à la suivante. Donc, le mécanisme d'action des huiles essentielles sur les virus, les huiles essentielles vont agir par trois mécanismes. Une activité virucide, c'est-à-dire entraîner la destruction directe des virus. Une activité anti-adsorption, donc elles vont empêcher le contact entre les virus et les cellules hôtes en modifiant les protéines virales reconnues par la cellule hôte. Et une activité anti-réplication, c'est-à-dire qu'elles empêchent la formation de nouveaux virions par la cellule hôte infectée. On appelle ça la phase d'éclipse, en bloquant la machinerie cellulaire de synthèse protéique. Donc elles vont agir soit en neutralisant le virus avant sa pénétration dans la cellule, soit en modifiant la capside ou l'enveloppe du virus, soit en bloquant l'accès aux cellules en se fixant sur les récepteurs utilisés par les virus, soit à l'intérieur de la cellule en empêchant la réplication du virus, soit en détruisant l'enveloppe protectrice du virus. Donc, à l'heure aujourd'hui où on n'a aucun traitement antiviral spécifique, donc de nombreuses molécules antivirales sont à l'étude, mais on n'a pas de résultat.
Donc, cette solution avec les huiles essentielles, qui sont composées de plusieurs dizaines de molécules, semble pertinente. Donc là, je vous ai trouvé en fait un article. En fait, il y a une étude qui a été faite, donc vous aurez sous la diapo les références de l'article. Une étude qui est faite sur l'eucalyptol, donc qui est un oxyde, un 1,8-cinéol, et on a en fait une piste de compréhension de l'activité de l'eucalyptol justement contre le SRAS-CoV-2. Hein. Et ils ont mis en évidence un mode d'inactivation virale via l'inhibition par le 1,8-cinéol de la principale protéinase du SARS-CoV-2. Et cette enzyme joue un rôle vital lors de la synthèse de multiples protéines nécessaires à la reproduction du virus. Donc ça, ce sont des choses il y a des études, l'article date de mars 2020, donc il y a des études qui sont faites à Madagascar et à différents endroits, justement pour démontrer en fait cette activité des huiles essentielles sur ces virus. Tu peux passer à la suivante. Donc, il y a eu également des analyses qui ont été faites. Beaucoup de composés aromatiques ont un potentiel virucide. Hein. Donc, et les composés qui vont présenter une activité anti-réplication, ce sont l'alpha-pinène qui est un monoterpène et toujours notre 1,8-cinéol. Donc là, vous voyez, hein, on va avoir des tableaux avec différentes huiles essentielles. Là, le fait que ça soit en plein écran, on ne voit pas le nom dessous, hein, mais on doit avoir le titri et un 8-cinéol, on doit avoir le Ravinsara. Et donc, vous voyez, vous aurez sous la diapo, en fait, le potentiel virucide et cette activité anti-réplication qui est en vert, hein, c'est la colonne verte. Tu passes à la suivante. Donc, on va regarder d'un petit peu plus près nos huiles essentielles. Tout d'abord, le laurier noble, hein, qui fait partie de la famille des lauracées. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est sa composition. Donc, vous voyez, dans le laurier noble, on va trouver 20% de monoterpènes, donc de l'alpha-pinène. On a vu juste avant qu'il avait une activité anti-réplication, du 1,8-cinéol, donc 36%, et des alcools, hein, terpinéol 4, alpha-terpinéol, linalol, bon, un peu d'eugénol et un peu d'éther, qui ont eux aussi parfois une activité antivirale un petit peu moindre. Donc après, les propriétés du laurier, hein, anti-infectieux, bactéricide, virucide, immunostimulant. Donc vous voyez ces compositions où on va retrouver principalement ces monoterpènes, ces oxydes et ces alcools. Passe à la suivante. Donc notre Ravinsara, qui fait partie, même famille, hein, des lauracées également, qui vient de Madagascar. Alors, tout le monde connaît l'activité antivirale du Ravinsara, en particulier sur le virus de la grippe. Là, vous voyez, au niveau de la composition, on va trouver 65% d'oxyde de 1,8-cinéol. On va trouver 5% d'alcool, toujours cet alpha-terpinéol et terpinéol 4. Et on va retrouver nos monoterpènes, hein, avec notre alpha-pinène. Donc, la molécule principale dans le Ravinsara va être le 1,8-cinéol aux propriétés majeures expectorantes et antivirales. Vous voyez qu'en plus, vous savez que le Covid-19 a un impact important sur toute la sphère bronchique et pulmonaire, et ces huiles essentielles vont avoir en fait également un effet sur cette sphère pulmonaire. L'action antivirale est renforcée par celle de l'alpha-terpinéol, qui est un monoterpénol particulièrement actif sur les virus. Donc, l'équilibre parfait. Alors, en aroma, on ne parle pas d'équilibre par rapport au pourcentage. Attention, l'équilibre parfait entre ces deux molécules donnera au Ravinsara sa puissance incomparable en termes d'action antivirale. Aucun virus ne lui résiste. Et en plus, il va être immunostimulant. Tu me passes à la prochaine. Et donc, la troisième, qui est le titri, hein, l'arbre à thé, Melaleuca alternifolia, qui est connu, qui va appartenir à la famille des myrtacées, qui vient d'Australie.
Donc là, de nouveau, on va retrouver nos monoterpènes à 45%. Et là, vous voyez que le pourcentage d'alcool, de 4-terpinéol, est beaucoup plus important. On va avoir 45 à 50% d'alcool et beaucoup moins d'oxyde, 3 à 5%. Donc, vous voyez qu'en fait, sur ces 3 huiles essentielles, on va avoir des pourcentages différents et tout ça va pouvoir agir en synergie et fonctionner ensemble. Cette huile essentielle de titri contient entre autres du paracimène, du gamma-terpinène et du 1,8-cinéol. Elle est très indiquée contre les virus. Elle est très polyvalente. Je vous parlais de couteau suisse. C'est une huile essentielle qui est très polyvalente et en synergie, elle va amplifier l'activité des autres huiles essentielles. La suivante. Passe à la suivante. Voilà. Donc, comment ça va? Le mode d'action en bouche. 50 minutes à 2 heures après l'administration, quelle que soit la forme choisie, la présence des huiles essentielles dans l'air expiré est mesurable. Ça veut dire qu'elles vont avoir un temps d'action quand même assez long. Donc, les muqueuses sont humides, donc elles ne peuvent tolérer des mélanges à partir d'huile végétale ou d'huile essentielle pure, puisqu'elles ne sont pas miscibles en milieu aqueux. Donc, il est recommandé d'utiliser un excipient avec des propriétés émulsionnantes pour faciliter justement le contact et le mélange au niveau de la salive. Donc, ça, Pascal vous en reparlera après. L'emploi du bon excipient est une des clés du succès thérapeutique, son rôle principal étant de diluer les huiles essentielles pour avoir une meilleure répartition, de façon à ce qu'on ait une répartition uniforme, faciliter le dosage, parce que vous verrez qu'en fait, au niveau dosage, on va être sur des dosages de quelques gouttes, 6 gouttes, 5-6 gouttes, pas plus, et réduire considérablement l'agressivité des huiles essentielles sur les muqueuses. En fait, il ne faut pas que des huiles essentielles pures en bouche, vous avez déjà dû essayer, ce n'est pas agréable, ça brûle, on ne peut pas le garder. Donc, l'excipient est une clé importante. La suivante. Donc, en conclusion, les molécules contenues dans les huiles essentielles sont semblables à des clés qui déverrouillent des serrures à la surface et dans nos cellules. J'aimais bien cette image de clé. Afin de trouver la bonne porte, les clés émettent un son, résonnent aux fréquences émises par les serrures des portes. Savants calcul de fréquences d'émission, de résonance moléculaire et de fréquences résultantes, un phénomène qui expliquerait la rapidité du fonctionnement des huiles essentielles. Une huile essentielle est un grand trousseau de clés qui ne permet pas seulement l'ouverture des portes additionnées les unes après les autres, mais surtout l'immense accès à toutes les possibilités données par ces portes ouvertes. Donc, sur la diapo suivante, vous avez un certain nombre, Grégory, la diapo suivante, voilà. Vous avez une liste de références pour ceux qui veulent des références scientifiques et des documents. Donc, je vous ai trouvé un certain nombre de références. Vous voyez, on a même des références qui datent de 2019 sur les différentes activités de ces huiles essentielles et sur ces activités antivirales. Donc, vous voyez que c'est pas il y a du travail qui est fait en laboratoire, il y a de la recherche qui est faite. C'est quelque chose qui donne lieu à pas mal de travaux, pardon. Et la suivante, mais je crois que c'est fini. Ouais. Alors, je répondrai aux questions après parce que je vois les questions apparaître. Donc là, je vais redonner la parole à Pascal pour la suite. Merci. Pascal, à toi. Merci, Christine. Merci. Voilà. Parfait. C'était super. C'est super l'explication scientifique et vraiment performante de Christine. Et donc, maintenant, on va voir comment mettre en œuvre ces huiles essentielles, sous quelle forme les utiliser, avec quel protocole, parce que vous êtes tous en train de vous dire, mais comment on va les utiliser? Ça fait déjà 3 huiles essentielles à mélanger, etc. Ça va être compliqué, ça va prendre du temps. Et donc, on a beaucoup réfléchi au sein du conseil d'administration d'Odent, on a pas mal discuté entre nous, et puis on a trouvé des pistes et des solutions qu'on va vous proposer. Donc, moi, j'ai proposé l'eau oxygénée parce que c'est une solution efficace et assez biologique. Donc, l'eau oxygénée, on peut la trouver à différentes concentrations dans le commerce.
D'abord, la plus facile, c'est 3%. 3%, c'est ce que vous allez trouver dans des flacons ou dans des monodoses, qui correspond à une concentration de 10 volumes. Donc, le titre massique, le titre donc de 3%, ou le titre volumique, c'est 10 volumes. C'est la concentration la plus usuelle. Or, on a démontré scientifiquement que déjà à 0,5%, cette eau oxygénée était efficace contre les virus. Alors, comment on va faire pour utiliser cette eau oxygénée? Plusieurs scientifiques, plusieurs spécialistes donc, et certains qui ont été responsables d'éditer des guidelines ont dit mais l'eau oxygénée, elle n'est pas terrible à utiliser pour deux raisons. Il y a deux points faibles avec l'eau oxygénée qu'il faut bien connaître. D'abord, eh bien, lorsque vous achetez un flacon d'eau oxygénée, vous ouvrez le capuchon, vous ouvrez le flacon, et puis vous l'utilisez, mais après quelques utilisations, vous savez que l'oxygène, c'est comme un peu le champagne, hein, la concentration en oxygène va diminuer avec le temps et vous risquez de ne plus avoir une solution suffisamment concentrée. Donc là, on verra comment contourner ce problème. Et puis, un deuxième grand reproche qui est fait avec l'eau oxygénée, c'est sa faible durée d'action. Effectivement, après avoir fait le bain de bouche, eh bien, son action est très faible. Quelques minutes après, la salive peut se réinfecter avec des virus. Donc, là, elle va avoir ce qu'on appelle une faible rémanence, une faible durée d'action. Donc, comment on va contourner ces deux points faibles? D'abord, voilà. Donc, ce qu'on va vous proposer ici dans le protocole, c'est non pas de remplacer un protocole classique dans les guidelines, qui sera d'utiliser soit la bétadine, soit l'eau oxygénée, mais d'améliorer le protocole d'eau oxygénée. Donc, et en même temps, de le noter dans le dossier du patient. Donc, il ne sera pas question de dire « moi, je n'utilise pas d'eau oxygénée ou je n'utilise pas de bétadine et je n'utilise que des huiles essentielles ». Parce que sur le plan légal, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, on va essayer de passer à la diapositive suivante. Donc, selon l'insistance de mon ami Didier, j'ai fait une diapo de vous recommander chaudement de noter dans le dossier du patient un compte rendu opératoire où vous avez noté que vous avez fait un bain de bouche désinfectant avant le soin, donc à chaque patient. Ce qui veut dire que vous montrez et vous démontrez que vous avez une conscience du principe de précaution. Parce que je vous ai dit, donc chaque patient va être tracé, et si après quelques jours, après quelques semaines, il développe une maladie virale, un Covid-19, eh bien on saura qu'il était chez vous. Et s'il y a un problème, on peut vous demander quel protocole vous avez utilisé, quel produit avez-vous utilisé, êtes-vous équipé, comment avez-vous protégé le patient. Donc vous devrez démontrer dans le dossier, vous devrez expliquer, montrer des factures, que vous avez acheté des gels hydrauliques, que vous avez acheté des masques, etc. Vous devrez prouver que vous avez fait toutes les précautions nécessaires. Voilà, donc là, je suis assez insistant là-dessus, et c'est Didier qui est notre expert auprès des tribunaux, qui est vraiment notre expert au sein d'Odent à ce niveau-là, et qui a vraiment insisté. Donc, j'ai fait une diapo pour que vous captiez bien cela, de bien noter dans le dossier du patient. Alors, donc, je vous l'ai dit, l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, si vous l'achetez dans un flacon, une fois que vous avez ouvert le flacon, eh bien, la concentration va disparaître rapidement. Donc, je vous recommande de vous trouverez facilement sur Internet ou dans les pharmacies, d'acheter l'eau oxygénée en monodose. Ce sont des petites monodoses que vous ouvrez, que vous trouverez facilement à 3%. On ne la trouve pas à 1%, j'ai cherché. Donc, ça existe sous forme Califar, c'est une marque d'eau oxygénée, ou bien laboratoire Gilbert, à 10 volumes, c'est-à-dire également à 3%. Ce sont des petites monodoses, ça ne coûte pas très cher. En même temps, c'est hygiénique. Donc, vous êtes sûr que vous utilisez une monodose par patient. Voilà, donc il y a eu quelques publications sur cet effet de l'eau oxygénée. Vous avez ici Marshall qui a publié qu'en raison de la probable résurgence du virus de la cavité orale, simple fait de la respiration et de la salivation du patient, l'absence de rémanence, comme je vous l'ai dit, du peroxyde d'hydrogène, pourrait nuire à une efficacité attendue pour toute la durée d'un acte dentaire. Donc, si par exemple vous faites un soin qui dure
une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, et que vous faites un seul bain de bouche au début du soin, eh bien, l'action de l'eau oxygénée toute seule va être trop courte et vous n'aurez pas une désinfection suffisante. Je bloque aussi, je dois passer avec la petite flèche pour passer au suivant. Une autre publication qui a été faite par, voilà, ici un auteur, qui montre que le peroxyde d'hydrogène est efficace en 1 minute pour inactiver un virus in vitro sur une formulation qui était accélérée, dans laquelle ils ont ajouté des tensioactifs, donc retenez bien, qui permettent d'améliorer la stabilité et l'efficacité du peroxyde d'hydrogène, notamment dans les nettoyages de surface, par exemple. Donc là, ils ont trouvé que l'ajout de tensioactifs avec de l'eau oxygénée allait booster son efficacité. À partir de là, nous, au sein de Odent, on s'est dit, bon, on va utiliser tout cela pour essayer de trouver un protocole pour utiliser en même temps l'eau oxygénée et les huiles essentielles. Alors, vous me voyez tous venir, allez, je vous vois déjà venir en disant, oui, mais les huiles essentielles, ce sont des huiles et l'eau oxygénée, c'est de l'eau. Donc, ça ne va pas ensemble. De l'huile dans l'eau, ça ne marche pas. Donc, il y a un produit hydrophile et un produit hydrophobe. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que les tensioactifs sont des molécules qui vont permettre justement de mélanger un produit hydrophile et un produit hydrophobe. Par exemple, il y aura une partie qui sera hydrophile, qui est polaire, et une partie lipophile qui sera sans charge électrique neutre. Donc, c'est le principe des tensioactifs. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour justement faire ce lien entre l'eau oxygénée et les huiles essentielles? Christine vous a dit, c'est important d'avoir quelque chose qui va émulsionner les huiles essentielles. Alors, eh bien, on a trouvé, ça s'appelle le solubol. C'est un dispersant. C'est un dispersant végétal qui ne contient pas d'alcool. Ça, c'est très important. C'est un produit 100% naturel que vous trouverez facilement sur Internet ou, moi j'ai commandé sur Internet facilement ou dans les pharmacies. Donc, Solubol va être notre lien entre l'eau oxygénée et les huiles essentielles. Il va nous permettre d'émulsionner les huiles essentielles dans l'eau. Voilà, donc ça va être le lien très important. Alors, on arrive tout doucement à notre petite potion magique, à notre petit protocole. Vous allez regarder si j'arrive à passer. Voilà le protocole donc, de mélange que l'on propose suite à de nombreuses discussions, notamment entre nous deux, Christine, pour essayer de mettre au point un protocole de bain de bouche. Alors, on vous l'a dit, tea tree, Ravinsara et laurier noble. Pour la facilité, moi, je vous propose de mélanger 5 ml de chaque dans un seul flacon. Et vous pouvez ajouter 15 ml de solubol. Donc 5 plus 5 plus 5 plus 15, vous arrivez dans un flacon de 30 ml qui peut se conserver, puisque là, vous n'aurez pas encore mis l'eau oxygénée. Il peut être préparé à l'avance, il va rester stable longtemps et vous pourrez avoir ce flacon déjà disponible. Donc, vous prenez un flacon vide de 30 ml et vous faites ce mélange qui va être utilisé pour de nombreux patients. Et quand le patient va arriver, c'est là qu'il faudra faire le mélange individuel. Donc, on va prendre à peu près, on a essayé quelques tests, on n'a pas encore fait sur les patients, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester sur les patients, mais on estime qu'il faudrait faire entre 10 et 12 gouttes de ce mélange préparé que vous allez déposer dans le gobelet avec lequel le patient va faire son bain de bouche. Et ensuite, au dernier moment, vous allez mélanger la monodose d'eau oxygénée à 3 volumes, à 3%, et pas, donc qui correspond à 10 volumes, excusez-moi, donc c'est bien une monodose 5 ml d'oxygéné à 3% que vous allez diluer avec éventuellement 10 ml d'eau. Moi, j'ai essayé l'eau oxygénée à 3%, c'est un peu trop fort. Donc, il vaut mieux la diluer un tout petit peu pour arriver à 1%. Donc, si vous partez de 5 ml et que vous ajoutez 10 ml d'eau, vous aurez un mélange concentré à 1%, plus les 12 gouttes du mélange ci-dessus.
Voilà, donc là, on pourra revenir sur cette solution magique. Donc ça, c'est la potion magique qui va être utilisée à mélanger au dernier moment, au moment où le patient va enlever son masque. On va tout de suite lui demander de faire ce bain de bouche. Alors, ce qui est important, il y a eu déjà des questions. Oui, mais une fois qu'il a fait le bain de bouche, pendant 1 minute. Donc ça, c'est le protocole, toujours 1 minute de bain de bouche. Il faudra presque avoir un chronomètre. Après 30 secondes, les patients, ils ont envie de cracher. Donc, au lieu de faire cracher dans le crachoir, on va lui proposer un entonnoir qui sera connecté sur l'aspiration. Vous avez chez Dur, ils ont un entonnoir prévu pour cela. Donc, moi, j'en ai commandé, je vais les recevoir. Donc, on peut connecter directement sur l'aspiration chirurgicale et le patient va cracher dans cet entonnoir. Ainsi, il ne va pas contaminer votre crachoir. Vous avez chez Catani un autre entonnoir qui pourrait être également connecté sur votre tuyau d'aspiration chirurgicale. Voilà, donc vous avez 2 options possibles. Vous trouverez ça facilement chez Catani ou chez Dur. Ce sont des entonnoirs qui sont prévus pour cela. Donc, je vous recommande vivement de faire cracher dans l'entonnoir et vous pouvez répéter ce bain de bouche. En général, on pourrait faire chaque fois, après, je pense qu'on pourrait faire des tests évidemment, mais une fois que le patient, après 10 minutes, on pourrait renouveler ce bain de bouche. Voilà une vidéo qui a été faite par la Société de médecine dentaire en Belgique, avec notre ami Marc Nacquart, qui a montré justement cette pédagogie. Voilà, le patient enlève le masque et immédiatement que le patient enlève son masque, on va lui tendre le bain de bouche. Voilà, pendant 1 minute, il fait son bain de bouche et on voyait, voilà le crachoir de chez Catani, l'entonnoir. Voilà. Cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. Je vous invite à la visionner. C'est la Société de médecine dentaire. Vous tapez Société de médecine dentaire, vidéo sur YouTube. Il y a toute une pédagogie pour montrer aux patients comment ils vont être reçus. Elle est vraiment très intéressante. Je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, donc c'est un test. On pourrait en discuter avec tous les membres de l'association au sein du réseau dents. Après, donc sur la fréquence de ces bains de bouche, je pense que à peu près une fréquence de toutes les 10 minutes peut être intéressante. Donc là, il est intéressant de ne pas boire toute la quantité, d'en laisser et de renouveler au cours du soin plusieurs fois ce bain de bouche. Avant, chaque fois que vous allez utiliser la turbine ou surtout les détartreurs qui vont créer des aérosols. Donc, le problème chez le dentiste, c'est la création d'aérosols. Si vous faites un soin, une extraction, si vous faites chez nous des poses d'implants, même des greffes, il n'y a pas de virus dans le sang, donc le risque de contamination est beaucoup moindre. Donc, c'est à partir du moment où on utilise la fraise qu'il faudra utiliser des fameux masques FFP2. Donc, si on fait un acte chirurgical, à la limite, on pourrait ne pas mettre de masque FFP2. On peut mettre un masque chirurgical avec éventuellement une visière. Voilà le problème. Donc, ces fameux aérosols qui vont être créés par nos instruments rotatifs. Et lorsqu'il y a une création d'un aérosol, il faut avoir une aspiration efficace. Donc ça, c'est un deuxième aspect que je vais vous dire, un petit mot, une petite astuce pour terminer. Donc, à partir du moment où vous avez désinfecté la bouche et vous avez une aspiration puissante, vous allez considérablement réduire le risque de contamination de vos surfaces et de l'air de votre cabinet. Alors, comment aspirer? Eh bien, moi, j'ai revu complètement le diamètre de mes canules d'aspiration. Vous avez déjà ici une canule de prophylaxie. Vous voyez que le diamètre est beaucoup plus grand. Donc, vous allez pouvoir absorber beaucoup plus de quantité d'aérosols produits dans la bouche. Voilà. Donc, pendant le soin dentaire, il faut vraiment aspirer, aspirer, aspirer. Et là, c'est intéressant d'avoir une assistante, de faire un travail à 4 mains. Je fais un petit coucou à mes 2 assistantes qui sont là, Tamara et Aline, normalement, qui doivent nous regarder. Alors, voilà, moi, j'ai trouvé des nouvelles canules. Regardez, voilà, donc j'ai écumé les bricots. J'ai fait tout
une étude du marché des canules. Avant, on utilise une canule de 11 mm de diamètre. Et moi, j'ai trouvé une canule, ici, ce sont des PVC dans les bricots, qui fait 32 mm, que je sais exactement adapter sur mon tuyau d'aspiration. Et j'ai fait des tests. Alors là, je peux vous dire que ça aspire de Dieu le Père. Là, vous aspirez tout. Donc, vous avez cette canule, mais vous avez aussi, j'ai trouvé encore hier, une autre canule, voilà, qui vient s'adapter ici, l'embout est plus petit. Et de nouveau, je sors pratiquement avec un diamètre de 40 mm. Avec ça, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter tous ces appareils coûteux qui aspirent même trop loin en dehors de la bouche, qui sont très coûteux, qui sont bien sûr avec un filtre EPA, etc. Mais moi, je trouve qu'à partir du moment où vous avez cet embout dans la bouche, la plus proche possible de la création de l'aérosol, eh bien, il n'y aura rien qui va sortir de la bouche du patient. Et ça, c'est le plus important. Et ce qui sort, s'il y a quelque chose qui sort, eh bien, il sera désinfecté par notre protocole. Voilà, je voudrais terminer par deux petites réflexions. On va recommencer, certains d'entre nous vont recommencer le travail. Et puis, ben voilà, il y a des changements de protocole, des changements de procédure. Ça va demander pas mal de modifications au sein du cabinet dentaire. Et donc, on se pose beaucoup de questions et puis on a vécu pas mal de moments de déprime, de questionnement. Et donc, on a l'impression parfois de se trouver devant une montagne, devant un éléphant. Et donc, il va falloir reprendre et il va falloir se positionner face à la gestion de cette risque de contamination. Et donc, j'aime bien cette phrase, au milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Se trouve l'opportunité. Et je pense que ce Covid, pour nous, on peut le reprendre comme une opportunité pour remettre en place, je vais dire pour moi, c'est presque un nouveau métier. Un nouveau métier, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on prend cela comme une opportunité de repartir sur une page blanche, moi, tout mon agenda est reparti à zéro, on recommence un nouvel agenda, on recommence de nouvelles procédures, et tout est parti à zéro. Alors, il y a une deuxième phrase que j'aimerais bien vous montrer. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc là, si on veut avancer, eh bien, c'est l'occasion justement d'avancer sous de nouvelles bases, de nouveaux défis, de nouveaux challenges qui nous attendent. Pourquoi c'est un challenge? Eh bien, je vous dis donc le Covid-19 pour nous, c'est une opportunité parce que si on dit, bah oui, mais ça va être compliqué, ça va coûter cher, ça va prendre du temps, on va mettre oui, mais, ok. On va mettre toutes les difficultés, on va dire, j'ai peur de me contaminer, j'ai peur de contaminer mon personnel, j'ai peur de contaminer mes patients. Donc la peur peut paralyser et peut amener à l'inaction. Et ça, c'est le pire. Parce qu'à ce moment-là, on va rester dans ce qu'on appelle la zone de confort et on ne va pas beaucoup changer, on ne va pas beaucoup travailler, on ne va pas beaucoup avancer. Donc ce qu'il faut faire, c'est sortir de la zone de confort. Et à partir de la moment où on s'inquiète, où on se centre, et tous les gens qui sont membres de Odent, ils ont comme focus la santé globale du patient. À partir du moment où on se centre sur une meilleure santé du patient, on va avoir un nouveau métier. Et c'est là que la magie opère, parce que notre métier, on va pouvoir le mettre en valeur avec, si vous voulez, tout ce côté médical, en montant en valeur cette protection, en disant on va développer une activité complètement sécure à nos patients et on va faire la différence. Et nos patients vont nous remercier, vont le sentir tout de suite. Et donc, une dernière phrase pour conclure, chaque fois qu'on grandit, on est toujours en dehors de notre zone de confort. Donc, si vous voulez se développer, le développement personnel passe par la sortie de la zone de confort. Et c'est là que le Covid va nous amener lors de notre reprise de notre activité. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vais laisser la parole à Grégory qui va faire le modérateur pour les questions-réponses. Merci à tous pour votre attention. Remercier nos deux conférenciers brillantissimes parce que vraiment, je trouve que c'était clair, limpide et avec des solutions. Et je voudrais vous dire que cette vidéo sera disponible en replay sur le site d'Odent. Donc, elle sera sûrement sur la page principale du site. Mais vous la trouverez aussi sur le réseau Dent dont a parlé Pascal. Et sachez que vous avez dû recevoir un mail cette semaine que sur le réseau Dent, on a commencé à mettre d'autres vidéos que ce replay. Quelques membres du conseil d'administration
on fait des vidéos sur des thèmes divers et variés. Et voilà, le but, c'est donc je vous préconise fortement de vous inscrire au réseau Dante. C'est gratuit pour tous les membres de l'association. Vous avez le lien qui est marqué là. Vous le trouvez sur le site. Quand vous allez sur le site Dante, vous avez un lien qui vous y renvoie. Et là, vous aurez toutes les informations alors, vous aurez déjà des groupes de discussion, ce qui va permettre d'échanger. Et vous aurez toutes les dernières vidéos que l'on a mis en place.